Bonjour à tous, donc moi je suis Gaëlle Le Prévost, je travaille à l'association Bretagne Non Migrateur depuis 2008. Donc, on est une association et on travaille en fait notamment sur des actions de préservation, de restauration des populations de poissons migrateurs en Bretagne. On travaille en particulier avec les fédérations de pêche de Bretagne qui réalisent la plupart des suivis sur le terrain. Donc moi, je vais vous présenter l'importance de la prise en compte des milieux aquatiques dans un contexte de changement climatique. Et je vais notamment faire un focus sur l'impact sur les populations piscicoles. C'est une présentation qui a été travaillée avec Hélène Antibes, de l'Office français de la biodiversité. Elle est intervenue sur 2 demi-journées et moi j'interviens, je suis intervenue à Quimperlé et j'interviens aujourd'hui avec. Donc, je vais faire la présentation selon 3 niveaux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire une présentation de quelques concepts un petit peu généraux sur les milieux aquatiques. Je vous présenterai ensuite quelques éléments de sensibilité des milieux aquatiques et des populations piscicoles. Et puis ensuite, je terminerai mes propos par quelques éléments d'impact du changement climatique et qu'est-ce que ça peut induire pour les populations piscicoles en particulier. Alors, donc un point qui est central, c'est que la Bretagne, elle présente la particularité d'avoir un réseau hydrographique très dense. On a plus de 42 km de cours d'eau sur notre réseau breton, ce qui est très important et c'est lié notamment au fait qu'on ait un substrat qui soit imperméable avec très peu de nappe phréatique. Et du coup, ça va être essentiel dans la réflexion et dans les usages derrière, c'est-à-dire que la plupart, 3/4 en fait, de l'eau qui est utilisée pour les usages anthropiques est prélevée en fait dans les eaux superficielles. Donc ça va être un point. Il y a peut-être un enjeu en Bretagne d'autant plus important ailleurs, en tout cas sur la préservation des milieux aquatiques, puisque en fait on va prélever directement enfin la plupart en tout cas des besoins se font dans la rivière. Les cours d'eau, alors un cours d'eau, il va être caractérisé par son débit liquide, par sa charge solide. Ça va vraiment être les variables de contrôle qui vont être prépondérantes en fait dans l'évolution de la dynamique du cours d'eau. Alors le cours d'eau, on peut le définir selon 4 dimensions. On va avoir une dimension longitudinale pardon, qui est le gradient amont-aval sur le cours d'eau. Je vais préciser un petit peu les choses par la suite. Le cours d'eau va avoir une dimension latérale avec des échanges entre le lit mineur et le lit majeur qui vont être essentiels. Le cours d'eau va avoir besoin de dissiper son énergie et pour cela, le lit majeur a un rôle crucial là-dessus. On va avoir une dimension verticale, c'est-à-dire qu'on va avoir, comme ça a été précisé tout à l'heure par le BRGM, un échange important entre les nappes et l'eau superficielle. Et puis derrière, on a une dimension temporelle, c'est-à-dire qu'on va avoir des débits qui vont être variables au cours du temps. Donc tout ça va définir en fait le cours d'eau dans son intégralité et va impacter en fait les débits liquides et la charge solide derrière. Alors, on a tendance souvent à se focaliser sur le lit mineur du cours d'eau, mais le lit majeur, il a un rôle essentiel, notamment dans la dynamique des cours d'eau. Alors, dans le lit majeur, on va avoir les zones humides, des fossés, et l'ensemble de ces éléments, en fait, va jouer un rôle essentiel, justement, sur la dynamique du cours d'eau et du lit mineur en particulier. Au sein du lit mineur, donc je vais faire un focus sur les zones humides. Les zones humides, elles vont jouer un rôle essentiel de tampon hydrologique, notamment puisqu'elles vont avoir une capacité d'absorber d'importantes quantités d'eau, notamment lors d'épisodes pluvieux importants. Les fonctions hydrologiques des zones humides, il est prépondérant, et je pense que vous le savez déjà, c'est pas des concepts nouveaux. Les zones humides vont avoir un rôle de soutien d'étiage, d'atténuation des pics de crue, de recharge des nappes. Donc, il y a un enjeu vraiment particulier à préserver ces espaces. Alors, je vais vous parler rapidement de la zonation des cours d'eau, et ça va permettre aussi d'avoir des éléments pour mieux comprendre la suite de la présentation. Les deux variables de débit et de température, en fait, elles vont conditionner le fonctionnement du milieu et elles vont conditionner, structurer les peuplements piscicoles tout au long du gradient amont-aval.
C'est-à-dire que en fonction des paramètres de débit et de température, on va avoir un gradient qui va être différent entre l'amont et l'aval. L'amont va plutôt être caractérisé par des pentes plus importantes, un substrat plus grossier, des eaux beaucoup mieux oxygénées, des plus faibles populations de poissons en termes d'effectifs. Contrairement à l'aval, en fait, on va avoir du coup des nutriments plus importants en termes d'azote, de phosphore notamment, qui va induire du coup des populations piscicoles plus importantes en termes de diversité, mais aussi en termes d'effectifs. On va avoir des pentes plus faibles, un taux d'oxygénation un peu moins important qu'à l'amont. Et voilà, et tout ça, tout l'ensemble de ces éléments, ça va conditionner les peuplements piscicoles qu'on va avoir sur l'ensemble du gradient. Alors, les cours d'eau de tête de bassin versant, hein, je pense que c'est des choses que vous connaissez également, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais les cours d'eau de tête de bassin versant ont un rôle prépondérant également, puisqu'en fait, déjà, ils représentent plus de 75% du linéaire total d'un cours d'eau en moyenne. Et en fait, les cours d'eau de tête de bassin versant vont être essentiels sur la quantité d'eau qu'on va avoir à l'aval du bassin, du cours d'eau. Donc ça, voilà, il représente un capital hydrologique qui est important, et il y a vraiment un intérêt du coup à restaurer et à préserver ces cours d'eau de tête de bassin versant qui va impacter la quantité d'eau à l'aval. Donc voilà, donc c'était quelques éléments de définition, mais c'était important de le préciser pour mieux comprendre la suite. Donc là, je vais vous présenter quelques éléments concernant la sensibilité des milieux et des populations piscicoles, notamment par rapport aux paramètres débit-température, qui sont vraiment les deux paramètres essentiels où on remarque aujourd'hui des changements en lien avec le changement climatique. Alors, moi, je voudrais vous poser une question. Déjà, est-ce que vous avez une idée alors, on va prendre l'exemple du saumon, hein, parce qu'on est sur un territoire où on a du saumon chez vous, mais on a un enjeu particulier en Bretagne, puisqu'on est une des seules régions de France à avoir d'aussi belles populations de saumon. Vous avez du saumon sur votre territoire, donc voilà, ça me semblait important d'insister sur cette espèce. Et puis, c'est une espèce parapluie, un peu repère, qui permet aussi de bien se rendre compte en fait de l'importance des débits tout au long du cycle biologique de l'espèce. Alors moi, je voulais savoir du coup si vous aviez déjà une petite idée, quelle est l'importance des débits de débits satisfaisants pour le saumon sur l'ensemble de son cycle. Alors il y a quelques représentants d'APPMA, donc je pense que vous avez peut-être quelques petites idées. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein, je vais... Alors, il y a différentes choses qui sont importantes à prendre en compte. On a tendance à se focaliser sur les débits d'étiage, mais l'ensemble des débits tout au long du cycle biologique de l'espèce et des espèces piscicoles en général va être essentiel. En hiver, on va avoir besoin d'un débit hivernal qui soit satisfaisant, qui soit pas trop non élevé, puisqu'en fait, il y a un risque de balayage des frayères. Donc, ça peut induire du coup des taux de survie moindres pour les œufs et pour les alevins. Pour autant, un débit suffisant en hiver va être important, puisqu'il va avoir un rôle aussi de décolmatage en fait de ces zones de frayère. Et le décolmatage des frayères, c'est important puisque derrière, ça va entraîner une oxygénation qui est plus juste et qui va permettre le bon développement et une meilleure survie des œufs au cours de cette phase. Le débit printanier, les débits autonaux, ils doivent être suffisants. Alors pourquoi? Parce que en fait, déjà, c'est les débits qui vont permettre d'enclencher en fait la migration chez les saumons, que ce soit au printemps ou lors de leur deuxième petite migration hein, pour atteindre les zones de frayère à l'automne. Et puis le débit doit être suffisant également pour qu'ils aient une capacité de franchissement des obstacles à l'écoulement facilité en fait. Donc ça c'est essentiel aussi de pas seulement s'intéresser sur le débit en étiage, mais aussi sur les débits de printemps. Les débits d'étiage, ils devront être suffisants pour le saumon, puisqu'en fait moins de débit, moins d'eau, du coup ça engendre une perte d'habitat derrière pour les jeunes saumons. Donc ça va être prépondérant aussi. Pour assurer une production suffisante de jeunes saumons, on devra avoir du coup des habitats disponibles qui soient suffisants. Et puis après, les effets de la température aussi vont être pondérés quand les débits seront un peu plus importants. Donc ça, c'est essentiel.
Le débit d'automne, j'en ai parlé. Donc voilà, donc vous voyez bien que sur l'ensemble d'un cycle biologique, les débits tout au long de l'année devront être satisfaisants pour une espèce en particulier. Donc ça, c'était l'exemple du saumon. Après, pour d'autres espèces de poissons migrateurs, on va avoir des besoins qui vont être variables, mais sensiblement les mêmes. Et puis après, on va avoir aussi des besoins pour les migrateurs holobiotiques, c'est-à-dire que notamment la truite et le brochet, qui vont eux aussi avoir besoin de faire des déplacements au sein d'un bassin versant, au sein d'un cours d'eau, qui vont être un petit peu différents hein, sur des distances moins longues, mais ça c'est essentiel. Alors juste, je ne vais pas préciser hein, pour l'anguille et la lamprey marine, mais en tout cas pour des migrateurs holobiotiques comme le brochet, les débits devront être suffisants au printemps pour que les géniteurs puissent atteindre les annexes hydrauliques. Donc là, vous voyez, hein, c'est plutôt la dimension latérale qui est le lien entre le lit mineur et le lit majeur qui va être essentiel. Donc on va avoir besoin de débits satisfaisants au printemps pour que les géniteurs atteignent les zones de reproduction, qui sont plutôt des annexes hydrauliques, donc plutôt des prairies humides. Le brochet va avoir besoin de graminées, d'herbes hautes, d'eau pour assurer sa reproduction. Et ça va permettre aussi la croissance des alevins. Et puis après, derrière, les alevins vont avoir besoin de rejoindre le cours principal pour grandir, également plutôt en fin de printemps. Et donc là, les débits devront être suffisants aussi pour que les alevins atteignent le cours principal. Pour la truite, c'est un petit peu différent. Donc là, on est encore sur la dimension plutôt longitudinale. La truite va avoir besoin de rejoindre des cours d'eau de rang inférieur hein, pour retrouver une oxygénation et des eaux plus fraîches pour assurer sa reproduction. Donc ça va être essentiel aussi que le poisson ait une connectivité amont-aval, et pour cela, les débits du coup doivent être suffisants aussi pendant la période de migration de la truite. Donc voilà, donc ça c'était un peu pour voilà, des cas un peu plus concrets pour comprendre pourquoi c'était important d'avoir des débits, de respecter des débits suffisants. Alors typiquement, quelles peuvent être la sensibilité des poissons en période de basse d'eau? Alors -2, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, c'est moins d'espace habitable pour les organismes aquatiques. Et c'est aussi, du coup, je l'ai déjà évoqué, une perte de connectivité, une perte de libre circulation amont-aval, mais aussi au niveau de la dimension latérale. Alors après, du coup, les espèces, elles ont une capacité, elles sont mobiles, elles sont capables, en cas de stress, de pouvoir aller vers des zones de refuge, notamment. Donc ça, c'est important, c'est une stratégie qu'elle a pour survivre. Cependant, elle pourra atteindre ces zones de refuge que si, du coup, on respecte une connectivité entre ces zones de refuge et ces espaces. Donc ça, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a moins de débit, ça va aussi engendrer, du coup, les espèces vont être beaucoup moins résilientes en fait face au changement, puisqu'en fait on va diminuer en fait son accessibilité à ces zones de refuge. Et puis après, pour aller plus loin, alors je vais en parler après, hein, je vais revenir, ouais, je vais revenir sur ces zones de refuge dans un second temps. Pour parler des températures, je l'ai pas trop évoqué là. Des températures importantes vont entraîner des pertes d'activité, d'alimentation et aussi de déplacement pour les espèces piscicoles. Donc là, vous voyez sur le graphique, on a des zones de résistance en fait qui sont colorées en orange. Ces zones de résistance, elles sont plus ou moins variables selon les espèces. Donc le brochet, par exemple, va avoir une capacité de résistance à des températures fortes, beaucoup moins importante que chez le goujon. Alors vous voyez pas ici, on n'a pas le saumon et la truite, c'est dommage parce que je crois que c'est un travail qui a été plutôt fait dans le sud de la France. Mais en tout cas, voilà, juste pour vous dire que les poissons vont être très sensibles aux températures, et dès qu'on a des températures plus importantes, ils rentrent dans une zone qui est inconfortable pour lui et puis qui peut engendrer du coup un stress et du coup une certaine fragilité sur ces espèces-là. Et puis après, pour aller plus loin, on peut avoir aussi, alors là c'est l'exemple de la truite, hein, au-dessus de température, au-delà de température d'eau de 25 degrés, ça peut être létal pour le poisson. C'est-à-dire que une augmentation de la température, ça signifie du coup moins d'oxygène dans l'eau, un stress qui est induit pour le poisson et qui peut entraîner directement des mortalités.
On retrouve des températures de cet ordre-là, hein, sur notamment, enfin, j'ai en tête un Laune. Là, cet été, on a pu atteindre des températures voilà. Donc, c'est pas moindre. Et après, pour le saumon, en fait, on rentre dans la zone. Alors, j'ai pas les chiffres ici, hein, je les ai en tête. La zone de résistance du saumon, hein, donc sa zone là où il va être du coup avoir une activité de déplacement et subir un stress, c'est entre 20 et 22 degrés. Donc voilà, et ça, c'est des températures d'eau qu'on peut atteindre très facilement maintenant l'été. Oui, nous avons eu les 2022 des températures au-delà de 24-25 degrés, et beaucoup de pertes dans la reproduction et la montée des saumons. De la grande, nous ramassons pas mal de saumons malades. Les températures permettent de développer des mycoses sur les peaux des saumons et ils meurent. Ils perdent leur vitalité comme les la dame. Donc voilà, c'est pareil. Et pour aller plus loin, un manque d'eau, ça peut aller jusqu'à du coup la sec des cours d'eau. Donc là, du coup, c'est une perte d'habitat total pour les populations piscicoles. Et puis, ça peut aussi induire des zones refuges qui vont devenir des pièges pour le poisson au final. Donc voilà. Après là, on va jusqu'à c'est des situations assez extrêmes, hein, mais qui peuvent exister. Donc voilà, donc, pour synthétiser un peu cette partie, hein, vous l'avez bien compris, l'impact de la baisse des débits des cours d'eau va avoir une incidence sur l'élévation de la température, du coup sur la diminution de l'oxygène dans l'eau et du coup un risque plus élevé de fragilité et puis de mortalité des espèces piscicoles. Ça va entraîner, la baisse des débits entraîne une perte d'habitat et du coup du nombre d'espèces qui s'ensuit, hein. En fait, il y a un lien direct, par exemple, pour les jeunes saumons, entre les habitats disponibles, qui sont des zones de radis, et comment la production de jeunes saumons. Donc, ça, on comprend bien le lien entre l'habitat et les populations piscicoles. On a un risque de mortalité en cas d'assèchement, hein, donc ça, c'est le cas extrême que j'évoquais tout à l'heure. On va avoir un risque de perte de connectivité amont-aval et même au niveau latéral, là je pense à l'espèce brochée, donc ça va induire du coup des fragilités et les espèces auront des difficultés à accomplir l'ensemble de leur cycle biologique. Et puis, j'en ai pas parlé, hein, mais effectivement, la baisse des débits va engendrer une concentration plus élevée des polluants dans l'eau, et puis une modification de la végétation. C'est autant de facteurs qui vont s'ajouter en fait et fragiliser les populations piscicoles. Et puis pour synthétiser également, hein, vous l'avez bien compris, l'ensemble du cycle biologique des espèces est essentiel. Le cycle biologique d'une espèce, ça va être sur une année complète, donc il va être important d'avoir des débits suffisants pendant toute cette période de l'année. Donc tout le cycle hydrologique compte, on ne va pas uniquement s'intéresser au débit d'étiage. Donc ça va être important, là je pense, pour anticiper un petit peu les études HMUX, etc., d'avoir aussi une vision et de regarder les débits, notamment de printemps, mais aussi les débits hivernaux, les débits automnaux. Et voilà, donc je vais pas répéter, hein, mais voilà, les débits hivernaux, ils vont être importants pour le décolmatage des frayères, notamment. Les débits de printemps, ils devront être suffisamment soutenus. Alors là, j'en ai pas parlé, mais pour la reproduction des cyprinidés, mais aussi pour la croissance des populations. Ils devront être suffisants pour faciliter l'accès aux zones amont et notamment faciliter l'accès des populations sur des espèces migratrices sur les obstacles à l'écoulement. Et enfin, les débits d'étiage devront être suffisants pour maintenir les habitats et pour avoir une connectivité latérale et longitudinale vers les zones de refuge. Voilà, qui vont permettre du coup à l'espèce d'être plus résiliente face au changement. C'est assez essentiel. Alors au final, qu'est-ce qu'un débit de bon fonctionnement des milieux aquatiques? Au final, c'est pas un débit, c'est des débits déjà, donc ça je l'ai déjà évoqué. Et ce qui va être important de respecter, en fait, c'est les débits, un débit mensuel qui va être chapeau à l'échelle d'un bassin versant qu'on va définir sur l'ensemble du cycle hydrologique. Et voilà. Et donc l'idée, c'est d'avoir des débits qui soient satisfaisants pour maintenir les habitats tout au long du cycle biologique des espèces. Donc c'est pas un débit biologique qu'on va définir, c'est des débits biologiques qu'on va appeler débits chapeaux en fait sur
Du coup, pas un débit, mais des débits. Et comment on va caractériser ces débits? En fait, il y a 5 paramètres qui sont déterminants et qui vont conditionner du coup la qualité des habitats et la quantité et la qualité d'eau. Ça va être la valeur de débit à un instant T, la fréquence auquel certaines valeurs de débit particulières sont observées, la durée pendant laquelle les débits sont inférieurs ou supérieurs à une valeur seuil, et puis on devra prendre en compte aussi le paramètre de régularité et de stabilité des débits. Donc en fait, tout l'ensemble de ces débits-là qui peuvent être définis font des composantes essentielles du régime hydrologique et vont influencer du coup les stratégies des populations piscicoles, mais plus largement des organismes aquatiques. Alors, quelques exemples de l'impact du changement climatique sur les milieux aquatiques, mais plus particulièrement sur les populations piscicoles. Donc ça, je ne vais pas m'étaler sur cette partie-là, qui va vous être présentée en fin de matinée. Voilà, le changement climatique, il induit des températures en hausse. On sait qu'il induit déjà une baisse des débits d'été dans les cours d'eau et des épisodes de pluie plus intenses en période hivernale, notamment en période hivernale. Donc voilà, quelques éléments par rapport à ça. Alors, il y a eu des études qui ont été menées. Il y a déjà, ça, c'est une étude qui a été réalisée il y a une dizaine d'années par l'Office français de la biodiversité. Une étude rétrospective, on n'est pas sur une perspective à moyen ou long terme. Là, on est plutôt sur l'analyse de données déjà un peu plus anciennes. En tout cas, cette étude rétrospective a mis en évidence le fait que déjà, entre la période 80-92 et la période 2003-2008, on observait une baisse d'habitat favorable pour les truites de 10% sur l'ensemble du linéaire. Alors ça, c'est une étude qui a été faite sur le territoire français, mais on voit bien que la Bretagne est également impactée par une diminution du linéaire d'habitat favorable pour la truite, alors notamment plutôt sur la partie bassin de la Vilaine, mais pas que. Et puis après, à contrario, pour le Chevennes, l'augmentation des températures, la diminution des débits, tous les changements qu'on observe induisent globalement, en tout cas, une augmentation de 5% de son linéaire d'habitat favorable. Donc, voilà, donc les changements vont être plutôt en défaveur de la truite, mais en faveur d'autres espèces piscicoles telles que le cheval. Et là, pour reprendre l'exemple du saumon, donc là, il y a différentes études qui ont été réalisées sur le saumon. C'est une espèce qui est beaucoup étudiée, notamment en Bretagne. On a collecté énormément de données en fait sur les populations de saumon en Bretagne, et ça permet derrière aux scientifiques du coup de pouvoir étudier, modéliser beaucoup plus que sur d'autres espèces. Il y a une étude qui a été réalisée en 2010 par l'IRSTEA, qui est maintenant l'INRAE, qui a montré en fait que globalement, le changement climatique aurait engendré en fait une situation défavorable pour le saumon, notamment sur la zone méridionale, sur les affluents du sud de la Baltique, et y compris en Bretagne. Ça, c'est pas une bonne chose. Alors après, il y a une autre étude qui a été réalisée, qui est un petit peu plus récente, mais qui a été, voilà, on utilise des méthodes qui sont un petit peu différentes, des données qui sont différentes, qui montrent en fait que la baisse des débits va être compensée par une hausse des températures qui va plutôt avoir tendance à favoriser en fait le saumon. Donc la baisse des débits va induire une perte des effectifs de saumon, mais à côté de ça, ça va être compensé par une hausse des températures qui va plutôt avoir un effet positif sur la croissance du saumon. Et du coup, voilà, globalement, ces deux effets se compensent. Et donc, eux ont tendance à dire que dans une projection à 50 ans, on n'aura pas de tendance très nette de diminution des populations de saumon. À côté de ça, il y a d'autres. Alors là, c'est une étude qui a été un peu plus centrée sur les rivières. À côté de ça, en mer, on a des gros changements qui sont en train de se faire aujourd'hui. Et la hausse des températures en mer, la modification du plancton, notamment la modification des courants marins avec du coup des changements de courants marins au niveau de l'Arctique, tout ça, ça a des conséquences. Et ça a déjà des conséquences en fait. Donc globalement, on a une diminution de la croissance des saumons en mer qui induit du coup des gros changements et dans ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on sait et voilà. Et après, il y a différents facteurs qui sont évoqués, mais la hausse des températures en fait partie. Donc voilà, donc
Pour finir, alors quelles solutions pour compenser la hausse des températures, la baisse des débits l'été, des débits plus soutenus sur des périodes de pluie. Donc là, voilà, il n'y a pas de... Je vais rien révolutionner dans ce que je vais vous dire là, mais bon, c'est des choses à réfléchir peut-être. Là, on parle de... Là, on est sur une présentation, on ne parle pas de gestion aujourd'hui, mais voilà, on essaye quand même d'y réfléchir et il faudra y réfléchir à terme. Globalement, alors, par rapport aux espèces piscicoles et à la préservation des milieux aquatiques, bien évidemment, c'est d'essayer d'éviter les prélèvements d'eau en été, mais également au printemps. L'idée, c'est d'adapter les usages existants, mais aussi les usages futurs pour essayer d'anticiper le fait d'éviter de prélever trop d'eau en rivière, et puis de garantir une gestion équilibrée à long terme, donc ça, c'est essentiel. Ralentir les écoulements pour limiter les impacts des pluies intenses, notamment avec le rôle des zones humides. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille déjà, mais peut-être qui peut être renforcé. Restaurer les cours d'eau, alors restaurer la morphologie des cours d'eau, restaurer la continuité écologique, notamment par, alors je ne vais pas parler du coup que d'aménagement d'obstacles, hein, parce que je ne vais pas parler que des populations piscicoles, mais si on réfléchit à restaurer les habitats en général et puis à pallier un petit peu aussi l'effet des températures en hausse dans les cours d'eau, la suppression d'obstacles à l'écoulement peut être une solution. Et travailler sur la ripisylve également pour diminuer l'impact de la hausse des températures de l'eau, voilà, c'est autant d'actions qui vont permettre derrière de pouvoir continuer à préserver les milieux. Et puis enfin, c'est s'outiller pour mieux anticiper les impacts du changement climatique. Donc, voilà, toujours mieux étudier, continuer à collecter des données, peut-être renforcer la collecte de données de température d'eau dans nos bassins, voilà, pour mieux comprendre et puis pouvoir mieux agir et mieux gérer aussi nos espaces et nos espèces. Voilà.